juste avant les enseignements de l'affaire Lounine. Lounine, du nom de ce soldat qui n'était pas loin d'être un héros de guerre, blessé au front et qui semble avoir touché au cœur les Russes avec son récit de la situation de ses collègues sur le front, des travers de l'armée russe, de ses difficultés, de la difficulté de la situation générale, et qui a donc été, semble-t-il, emprisonné. Mais est-ce la fin de l'histoire? D'abord les faits, voici les indispensables avec Quentin Verichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Qui est ce soldat phénomène? Eh bien, vous en avez brièvement parlé vendredi soir, mais c'est vrai que l'affaire a pris beaucoup d'importance depuis. Il s'appelle Alexander Lounine, il a 39 ans, c'est un ancien soldat russe, commandant de bataillon. Il a notamment combattu sur le front ukrainien dans la région de Koursk. Il raconte y avoir été blessé, ce qui a provoqué sa mise à la retraite. Et depuis, il est devenu ce qu'on appelle un mille-blogueur. Il commente la guerre sur ses réseaux sociaux avec des vidéos quotidiennes suivies par des centaines de milliers de personnes chaque jour. Mais il est réellement devenu célèbre la semaine dernière lorsque dans une de ses vidéos, il interpelle directement Vladimir Poutine. Vêtu de son uniforme et avec ses médailles de guerre, il demande à être reçu au Kremlin. Pourquoi? Parce que pour lui, l'armée russe est en pleine déroute morale avec des ordres, je cite, suicidaires et des troupes torturées et traitées comme de la chair à canon. Il dénonce également la corruption dégradée. Surtout, il menace directement le pouvoir russe. Écoutez. Сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Et très vite, la machine s'emballe. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux en Russie. Elle est vue 1 million de fois, 2 millions de fois et même 5 millions de fois pour atteindre aujourd'hui le chiffre stratosphérique de 18 millions de vues. Des soldats apportent leur soutien à leurs collègues et demandent des côtes au Kremlin. Écoutez certains d'entre eux. Требуем прямой линии Александра с Путиным, и мы требуем правду. Иначе мы обернем оружие против тех, кто причиняет вред нашим же солдатам. Et l'affaire prend une telle ampleur qu'elle arrive directement aux oreilles de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Nous avons pris connaissance de cette vidéo, indique-t-il. Certaines affirmations sont étranges. Nous allons vérifier tout cela. Et la surprise, Lounine dit avoir été invité par Moscou. Eh bien oui, quelques heures plus tard, Alexander Lounine publie une autre vidéo. Il indique avoir été contacté afin d'être reçu dans la capitale russe. Écoutez. Саня едет в Москву, пригласили меня в Москву, чтобы озвучить свои проблемы, все те моменты, которые накопились. Все те, кто выставлял меня каким-то предателем, особенно Z-каналы, я вот вам гарантирую, вы сейчас начнете переобуваться. Ждите новые видео. Сейчас ищу машину и выезжаем. Alexander Lounine part donc direction Moscou et c'est là que tout bascule. Le lendemain, il disparaît dans la nature, il ne donne plus aucune nouvelle. Sa femme, Tatiana, inquiète, publie une vidéo sur ses réseaux et indique avoir été réveillée en pleine nuit par des policiers venus perquisitionner leur maison. Écoutez. Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, что-то еще, в общем. И если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают, но, естественно, они должны его потом отпустить. Et là encore, revirement de situation. Quelques minutes plus tard, Tatiana supprime sa vidéo et indique que son mari est en bonne santé.
Alors qu'est-il arrivé à Alexander Lounine ? Eh bien samedi soir, un nouveau message apparaît sur les réseaux sociaux du vétéran rebelle. Il indique qu'Alexander a fait l'objet d'une procédure administrative et a été placé en garde à vue pour une durée de 11 jours. Si j'ai des nouvelles, je vous tiendrai au courant. Alors depuis, beaucoup se sont interrogés ces dernières heures. Alexander Lounine est-il vraiment en garde à vue ou bien est-il en cavale ? Eh bien aujourd'hui, comme une confirmation, est tombée cette information sur le site internet du tribunal de Voronezh. Alexander Lounine a bien été arrêté et même condamné samedi matin, c'est-à-dire le lendemain de son départ pour Moscou, pour avoir, je cite, affiché des symboles extrémistes ou nazis. C'est la terminologie habituelle en Russie pour quiconque ose critiquer la guerre. On ne connaît pas, en revanche, la peine prononcée. Merci Quentin. Alors il y a évidemment le sort de cet homme, mais il y a l'écho que ça suscite aussi, encore une fois, 18 millions de vues. Qu'est-ce que ça nous dit, général ? Ça nous dit d'abord que dans la population russe, on parle beaucoup en ce moment de la possibilité de M. Poutine d'arriver tellement au bout de son chemin qu'il puisse être renversé, renvoyé, etc., etc. Mais que ça ne viendrait pas de la population. Mais on voit que la population, en fait, elle attend que quelqu'un le fasse à sa place. 18 millions de personnes qui regardent, donc ça les intéresse, mais ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Et ça me rappelle quand même beaucoup, toute mesure gardée, ce qui s'est passé avec Prigojine. Je rappelle que Prigojine, qui était monté quasiment jusqu'à Moscou, finalement on a eu l'impression qu'on allait le gracier, et en fait pas du tout. Il est mort dans un accident d'avion provoqué avec ses comparses. Et là c'est la même chose. Quelle naïveté de croire que le Kremlin va pouvoir l'écouter. On est dans une société de mensonges où le pouvoir, surtout s'il est acculé, devient encore plus terrible et donc ne permet pas ce type de réaction, même d'un ancien combattant. Et vous avez vu les réactions des unités combattantes avec leurs armes, etc. Ça, c'est quand même... On est proche de mutinerie. Et donc, dans l'armée russe, aujourd'hui, l'armée russe est une puissance considérable qui n'arrive pas à battre les Ukrainiens, mais qui pourrait renverser le pouvoir. Et donc ça, c'est une peur, à mon avis, du pouvoir. Vous voyez, vous aussi, un signal dans cette affaire, Isabelle ? Je vois la guerre qui déborde, et elle déborde en Russie pour la première fois de deux manières. D'abord par les frappes en profondeur qui sont réalisées par les Ukrainiens contre les raffineries, et donc qui font fumer les bâtiments enflammés. Et elle déborde au niveau militaire. Ce n'est pas tout à fait étonnant parce que depuis le début de l'année, il y a plus de morts au front que de recrues qui arrivent. Donc les conditions sont extrêmement difficiles. On dit que l'entraînement est passé de 8 semaines à 3 semaines. Et on dit aussi maintenant que l'espérance de vie d'un soldat qui va en première ligne russe est de 10 jours à 15 jours. Donc c'est de la chair à canon. Et au bout de 4 ans et demi, effectivement, ça provoque ce genre de choses. C'est pas du tout la même mutinerie que Prigojine. Là, on voit bien que c'est un soldat qui agit un peu tout seul, il n'est pas très important. Et l'écho que ça trouve, 18 millions de vues encore une fois. L'écho, oui, c'est-à-dire que la guerre est en train de déborder en Russie. Vladimir Poutine a réussi à faire croire à ses concitoyens que la guerre est une opération spéciale, qu'elle avait été fomentée et lancée par l'Occident, et par l'OTAN et par l'Ukraine, et qu'elle ne concernait pas la population. Le contrat qu'il a passé avec la population, c'est-à-dire un contrat qui la mettait en dehors de la guerre et qui lui assurait son niveau de vie. Depuis le début de la guerre, il y a quand même pas mal de régions de Russie où les salaires ont augmenté. Et il y a une compensation par l'argent de la guerre. Donc on ne voyait pas les effets de la guerre. Aujourd'hui, on les voit dans les vidéos, on les voit quand les raffineries brûlent, et ça provoque probablement des petits craquements. On ne peut s'empêcher de se rappeler l'influence et l'impact qu'avait eu la guerre d'Afghanistan sur l'effondrement de l'Union soviétique. L'URSS s'était écroulée parce que le modèle économique était arrivé au bout, il n'était pas viable et il s'est écroulé. Mais c'était aussi les conséquences d'une guerre que les Soviétiques n'avaient pas réussi à gagner. Vincent, quand ce soldat dit
l'armée doit entendre, vous devez entendre, sinon l'armée retournera ses armes contre vous. Est-ce que c'est crédible, imaginable ou est-ce qu'on ne va pas jusque-là? Non, mon hypothèse est que cet Alexandre Lounine a été piégé. Et j'en veux pour preuve que dans la deuxième vidéo, il cite le nom de celui qui prétend qu'il va être reçu au Kremlin. Et en réalité, ce nom, c'est celui de Vitaly Borodine. Vitaly Borodine est officiellement le directeur d'un projet fédéral de sécurité et de lutte contre la corruption. C'est surtout un ultranationaliste, ultra-conservateur, qui passe son temps à fustiger la trahison antipatriotique de telle actrice ou de telle chanteuse. Et c'est celui qui voulait que l'on décrète que le Père Noël à l'occidental, était un agent de l'étranger. Je ne plaisante pas. Il est vraiment sur cette ligne-là. Le simple fait que ce soit lui qui l'ait invité entre guillemets à Moscou, est déjà le signe pour moi d'un traquenard. Deuxième remarque, je suis persuadé que dans quelques jours ou quelques heures, on nous expliquera que c'est un malade mental. Il se trouve que lorsqu'il a combattu en Ukraine, il a été blessé, et notamment, nous disent deux médias indépendants, Medusa et Mediazona, il a subi des commotions cérébrales. Et dans la grande tradition soviétique, qui est aussi la tradition post-soviétique, on va nous expliquer qu'il faut psychiatriser ce cas, qu'en fait il a perdu la tête, etc. Et puis, dernier élément, quand vous avez comme ça des moments d'effervescence qui effectivement traduisent un profond malaise, ça, il n'y a pas de doute, je ne veux pas minimiser cette dimension-là, c'est aussi une vieille technique soviétique elle aussi, c'est le meilleur moyen pour débusquer les félons. À partir du moment où vous avez une parole comme ça, dissidente, réfractaire, tous ceux qui ensuite sortent du bois deviennent immédiatement des suspects. C'est exactement ce qui s'est passé avec Prigojine. Alors, vous êtes tous d'accord pour dire que ça révèle quelque chose, ça révèle un malaise. Ce qui surprend quand même, c'est que tout ça puisse être exprimé au vu et au su de tous. C'est-à-dire, il s'exprime, son épouse s'exprime, ses amis s'expriment, ses soutiens s'expriment, tout cela sur les réseaux sociaux. Jean-Dominique. Oui, c'est pour ça il faut... tout ce qui a été dit, je le partage, mais je voudrais, non peut-être pas nuancer, mais apporter un regard un peu de biais. D'abord, ce que vous venez de dire est très juste, et c'est la preuve que la Russie d'aujourd'hui, pays très autoritaire, n'est quand même pas la Chine communiste où ça c'est impossible dans la Chine communiste aujourd'hui. Et je ne parle pas de la Corée du Nord où voilà. Donc déjà, non, c'est chose. Moi, alors vous parlez de l'écho. Oui, évidemment, des millions de vues, c'est important. Et ça parle à qui ? Ne nous trompons pas, ça ne parle pas forcément aux secteurs les plus libéraux, pacifistes, occidentalistes, bref, ceux que nous aimerions, ceux qui seraient spontanément les plus proches de nous. Ça peut parler aux secteurs les plus nationalistes, c'est-à-dire à cette base militante, militaire, à ces combattants sous-officiers, officiers subalternes, qui font la guerre et qui, comme de tradition dans toutes les armées, au bout d'un certain nombre d'années de guerre, il y a une forme de révolte des centurions contre leurs généraux, pardonnez-moi, 2 étoiles ou 3 étoiles, les dénonçant comme des corrompus, des incapables, des gens qui... Et donc attention, ça peut exprimer ça aussi. Ça exprime pas forcément, c'est pas beau ce que fait Poutine, il faudrait qu'on arrête. Ça peut dire, nos généraux sont des nuls, ils s'en foutent plein les poches, ils nous envoient à la boucherie. Moi, je m'adresse au tsar et je vais lui expliquer comment on peut faire pour gagner la guerre. Donc une guerre encore plus dure. Un grand classique de toutes les guerres. La France a connu ça pendant la guerre d'Algérie, par exemple. La révolte des centurions. Donc des ultranationalistes. Alors, je ne connaissant pas Monsieur Lounine, je ne sais pas quelles sont ses opinions politiques, mais ça peut être ça aussi. Son succès peut être ça aussi. Et par ailleurs, je dirais que quand même, dans n'importe quel pays en guerre, un homme qui dit « si vous n'écoutez pas l'armée va se retourner contre le pouvoir », en France aussi, ce monsieur ferait l'objet d'une enquête, clairement. Alors, elle ne le ferait peut-être pas dans ces conditions, mais on a connu des épisodes comme ça, et ça ne se pardonne pas. Il y a une certaine logique que les autorités d'un pays voient un type appeler les siens à se retourner contre l'État. Bon, oui, mais je ne vois pas quel État peut logiquement accepter ça en disant « oui, ben c'est très bien, et puis continue comme ça ».
Alors, nuance dans la nuance, à ma connaissance, à aucun moment il n'incrimine Vladimir Poutine directement. Comme toujours. Il dit, comme toujours dans ces cas-là, qu'au fond, le il doit tsar être est mal informé. il faut lui dévoiler la vérité, lui parler en direct. Et on y reviendra dans quelques minutes d'ailleurs, sur un autre registre. Et il dit faire un constat. Je fais le constat que le mécontentement est tel dans l'armée que ça risque de se retourner contre lui. Son constat est sans doute juste en plus. Et là où est sa naïveté, c'est qu'il semble croire, en tout cas dans la version initiale de sa communication, que lorsqu'il aura l'insigne privilège de parler en tête-à-tête avec Vladimir Poutine, la vérité éclatera et qu'il sera entendu. Oui, général. Oui, je voulais juste une petite précision, parce que tout à l'heure, Jean-Dominique parlait de la révolte des centurions. La révolte des centurions, c'est pas la révolte des légionnaires, c'est la révolte des chefs. La révolte des centurions en Algérie, c'était les colonels, en fait. Hein. Et là, c'est un commandant de bataillon. C'est pas un simple soldat, c'est un commandant de bataillon. Et donc, c'est quand même une partie de la hiérarchie, en fait. Et donc, il faut y faire attention, je dis simplement, et je partage évidemment tout ce qui vient d'être dit, mais il faut y faire attention parce que ça veut dire que dans la hiérarchie, des gens qui ont combattu, qui ont été à la tête de troupes, ont dit, il y a un problème, et effectivement, s'adresse au tsar en lui disant, il faut voir le sujet. Sauf que, évidemment, et c'est la seule comparaison que je faisais avec Prigojine, on coupe les pattes tout de suite. Évidemment, la révolte et les images qu'on voyait de militaires, il y en avait eu à l'époque de Prigojine, exactement les mêmes. On va se retourner contre le pouvoir. Il faut couper ça tout de suite, parce que, je le répète, malgré ses échecs, la Russie, l'armée russe, est devenue quelque chose d'extraordinairement puissant, puisque tout est tourné vers elle. Les flux financiers, les flux d'hommes, Isabelle parlait du recrutement tout à l'heure, tout est retourné vers l'armée. C'est à double tranchant. Voilà, et les vétérans, faut le savoir, aujourd'hui les vétérans sont reclassés à des postes importants dans l'administration russe. Donc, il y a peut-être une inquiétude de ce qu'une révolte des centurions amène une révolte, en fait, de tous ces militaires passés ou présents qui sont actuellement déçus par ce qui se passe. Mais je parle à votre connaissance et votre expérience. Est-ce qu'il ne faut pas, dans ces cas-là, un leader, un homme qui puisse incarner ce sentiment-là? Et est-ce que ça existe en Russie? Est-ce que cet homme-là existe en Russie? Prigojine, d'une certaine manière, s'est pris pour cet homme-là, et on a vu que son aura était bien moindre que celle qu'il prétendait posséder. Non, mais vous avez parfaitement raison, et c'est ce qui différencie beaucoup de Prigojine. Prigojine avait toute une organisation à sa botte, avait tout un système qui était à sa botte. Lui, c'est un peu un personnage isolé qui cherche à remuer un petit peu, mais quand même, je trouve que les réactions qu'il provoque, alors je n'ai pas pu regarder combien il y a de réseaux qui ont réagi comme ça, mais c'est quand même intéressant, à la fois qu'il soit écouté, et à la fois qu'il provoque des réactions dans la troupe. C'est quelque chose auquel, je pense, le pouvoir russe est très attentif. Bien. Oui, alors, rapidement, Prigojine commet quand même à l'époque un énorme péché d'orgueil, si vous voulez. Il se berce de l'illusion qu'il va infléchir le cours de l'histoire de son pays, et en fait, il se brûle les ailes parce qu'il s'approche trop près du soleil du pouvoir du Kremlin.